Bonjour, chers étudiants et élèves en économie et gestion. Notre cours d'aujourd'hui porte sur la théorie des organisations, qui est un ensemble de connaissances produites par plusieurs écoles de pensée qui ont étudié l'organisation et le fonctionnement des entreprises. Parfois, ils s'opposent sur la définition même de ce qui est une entreprise, mais ils partagent quand même la même préoccupation qui est celle de comment gérer efficacement une entreprise et améliorer ses performances, notamment productives. Suivant la chronologie des auteurs, on peut dégager 4 écoles de pensée liées à la théorie des organisations et qui sont, premièrement, l'école classique issue des travaux de Taylor, Ford, Fayol et Weber. Deuxièmement, le mouvement des relations humaines qui a été influencé par les découvertes en matière de psychologie de travail et de dynamique des groupes. Troisièmement, l'approche sociologique qui s'est intéressée aux problèmes de répartition de pouvoir et d'autorité et de stratégie d'acteurs. Et enfin, l'école de la contingence qui montre comment l'environnement et le contexte peuvent influencer le fonctionnement et la gouvernance des entreprises. Alors, cette vidéo va être consacrée à l'approche classique qui peut être considérée comme étant la première école de pensée qui s'est penchée sur la gestion et l'organisation des entreprises suivant des principes et des règles scientifiques et rationnelles et d'application générale et universelle. Globalement, on peut distinguer 3 courants distincts dans cette approche classique, notamment le courant scientifique dont le chef de file est Frédéric Taylor et Henry Ford. Deuxièmement, le courant administratif issu des travaux de Henry Ford. Et enfin, le courant bureaucratique de Max Weber. Frédéric Taylor peut être considéré comme étant le premier penseur à réfléchir dès le 19e siècle à la manière d'organiser le travail d'une manière rationnelle et scientifique à travers son ouvrage célèbre L'organisation scientifique du travail paru en 1919. L'idée qui guide Frédéric Taylor est la recherche de l'élimination systématique de tout gaspillage au sein de l'entreprise, que ce soit de temps, de matière et d'argent. Et donc, sa doctrine repose sur un certain nombre d'hypothèses, de principes et de postulats, parmi lesquels le postulat mécaniste, suivant lequel l'entreprise composée d'éléments matériels et humains est assimilée à un système, à un mécanisme que l'on peut régir et gouverner suivant des lois physiques et mécaniques. Et dont la productivité et les performances peuvent être appréciées. Les individus ne sont que des pièces dans ce mécanisme et dans ces rouages. Deuxième postulat, c'est le postulat rationaliste, suivant lequel les éléments humains composés de salariés se comportent d'une manière rationnelle et réagissent suivant des lois psychologiques que l'on peut instrumentaliser. Parmi ces comportements,
c'est par exemple la maximisation des gains. Les travailleurs sont des homo economicus qui réfléchissent à la maximisation de leurs profits et minimisent leurs peines suivant le principe de la loi des reins ou du moindre effort. Ils ont donc tendance à la flânerie systématique. Partant de ces postulats, Frédéric Taylor a mis en œuvre un certain nombre de principes d'organisation scientifique du travail, c'est-à-dire des méthodes scientifiques qui permettent à tout genre d'entreprise de maximiser sa productivité. C'est le One Best Way que l'on peut généraliser à tout genre d'entreprise. Parmi ces principes, tout d'abord la division du travail, que ce soit une division horizontale ou technique à travers la décomposition du travail suivant des tâches partialisées permettant d'imposer un rythme de travail aux salariés et l'identification des tâches élémentaires faciles à assimiler par les ouvriers. Et deuxièmement, la division verticale, c'est-à-dire une division sociale entre les ouvriers qui sont de simples exécutants, qui ne pensent pas, et les ingénieurs ou les responsables de direction qui se focalisent sur la conception de travail à faire. Troisième principe, c'est la mise au point d'une rémunération permettant la motivation des salariés via un salaire au rendement, permettant l'implication et l'intéressement des ouvriers à produire plus. Quatrième principe, c'est le chronométrage des travaux à exécuter, permettant le contrôle systématique et l'enchaînement du travail au sein de l'entreprise. Alors, les idées de Frédéric Taylor ont été enrichies et développées par Henry Ford, qui est devenu célèbre après l'introduction dans ses usines du convoyeur de travail à la chaîne, qui l'a adapté à l'assemblage automobile. Alors, le travail, une fois partialisé, peut être mécanisé et enchaîné. C'est la chaîne et la machine qui dictent à l'homme son rythme de travail. L'objectif est de réduire le temps mort et la flânerie des ouvriers. Henry Ford est devenu aussi célèbre par ses contributions à l'adéquation entre l'offre et la demande. Avec l'introduction du principe de 5 $ par jour, qui peut être considéré à l'époque comme un salaire motivant et élevé, l'objectif
était de 1. Réduire l'absentéisme et le turnover au sein de l'entreprise, et deuxièmement, élever le pouvoir d'achat des ouvriers qui peuvent être aussi ses clients. Le deuxième principe développé par Ford est ce qu'on appelle le modèle fordiste, basé sur la standardisation de la production, permettant, en se focalisant sur la fabrication de sa célèbre voiture, la Ford T, à pouvoir produire une grande quantité permettant la baisse des coûts et donc du prix, ce qui va entraîner une augmentation de la demande. Pour ce qui est du courant administratif, on peut considérer Henri Fayol comme étant le premier théoricien à s'intéresser à l'administration et à la gouvernance des entreprises, en s'appuyant sur sa propre expérience à la direction d'une entreprise minière française. Il rédigea en 1916 son ouvrage célèbre intitulé L'administration industrielle et générale, dans lequel il formule une théorie complète de l'administration des entreprises qui tourne autour de 3 idées. La première, c'est essayer de regrouper les différentes tâches et opérations de l'entreprise autour de 6 activités ou fonctions principales. La première, c'est l'activité technique, qui s'occupe de la production et de la transformation et la fabrication des produits. L'activité commerciale qui a pour mission d'accomplir les actes d'achat, de vente et des échanges. L'activité financière qui a pour objet la recherche et l'usage optimal des flux financiers au sein de l'entreprise. L'activité sécurité qui a pour tâche de protéger les hommes, les biens, les matériels au sein de l'entreprise. L'activité comptable qui a pour mission d'enregistrer les flux entrant et sortant de l'entreprise. L'activité administrative qui est ici assimilée à la direction et qui a pour mission de commander au sein de l'entreprise. Deuxième idée, justement, c'est de considérer l'activité administrative comme étant la fonction la plus importante au sein de l'entreprise et qui a pour mission ce qu'on appelle la PO3C. D'abord, prévoir, c'est de planifier le futur de l'entreprise. Comme on dit souvent, gérer, c'est prévoir. Deuxièmement, organiser, c'est de mobiliser les ressources pour atteindre des objectifs précis. Commander, c'est gérer les hommes en donnant des ordres. Coordonner, c'est de faire en sorte que tout est organisé d'une manière efficace pour atteindre les objectifs et accomplir les missions assignées. Contrôler, c'est de superviser et vérifier que les objectifs fixés ont été atteints. Dans ce cadre, Henri Fayol insiste sur ce qu'on appelle les 14 principes de management permettant une gestion efficace de toute entreprise, quelle qu'elle soit.
Le premier, c'est la division du travail. Ensuite, l'autorité et la responsabilité, la discipline, l'unité de commandement, l'unité de direction, la subordination de l'intérêt individuel à l'intérêt général, le degré de décentralisation permis, la mise en œuvre ou la mise en place d'une hiérarchie stricte, la mise en place d'un ordre établi, la préservation de l'équité, la stabilité du personnel, l'encouragement de l'initiative et enfin l'union du personnel. Max Weber, quant à lui, est un sociologue allemand, chef de file du courant bureaucratique, qui s'est intéressé aux formes de pouvoir et relations d'autorité au sein des organisations sociales. Selon lui, l'exercice du pouvoir et de l'autorité est nécessaire pour gouverner une entreprise. Les subordonnés n'acceptent les ordres et ne se résignent que parce qu'ils les trouvent légitimes. Et la légitimité est nécessaire à l'exercice du pouvoir. Mais cette légitimité, selon Weber, découle de 3 sources. C'est pourquoi elle distingue les 3 formes d'autorité. L'autorité charismatique basée sur les qualités personnelles du dirigeant, l'autorité traditionnelle basée sur le respect des coutumes et des traditions héritées, l'autorité bureaucratique fondée sur le respect des règles juridiques. C'est pourquoi Max Weber distingue aussi 3 modèles d'organisation au sein de l'entreprise. L'organisation charismatique dont l'autorité est imposée via les qualités personnelles du dirigeant, valorisées par les subordonnés et qui impose une certaine résignation de leur part vu leur surestimation des qualités intrinsèques du dirigeant. L'organisation traditionnelle dont l'autorité est fondée sur le respect des us, des coutumes et des traditions qui imposent le respect de celui qui détient l'autorité. 3e forme d'organisation est l'organisation bureaucratique, dont l'autorité est basée cette fois non pas sur la nature de la personne ou le respect des traditions, mais le respect surtout des règles juridiques qui légitiment l'exercice du pouvoir et de l'autorité. Cette forme d'organisation est considérée comme le modèle le plus rationnel et le plus formel par Max Weber parce que il induit certains principes nécessaires à l'exercice de l'autorité au sein de l'entreprise, notamment le respect et la conformité à des règles juridiques précises et impersonnelles, notamment et deuxièmement la séparation des pouvoirs et des responsabilités et troisièmement
l'imposition de règles et de normes précises et impersonnelles qui délimitent les pouvoirs et précisent les tâches de chacun et imposent aussi une certaine hiérarchie nécessaire au sein de l'entreprise. Pour conclure, on peut dire que l'école classique était bien adaptée à l'esprit de son contexte et aux conditions de son époque, marquée notamment par la recherche des gains de productivité, la réalisation de production de masse et des économies d'échelle. Toutefois, l'avènement de la crise de 1929 a mis en difficulté ce modèle. Mais la critique la plus virulente à l'approche classique était le peu d'importance apportée à la dimension humaine au sein de l'entreprise. Il faut dire que l'approche classique de l'organisation a donné naissance à diverses dérives aux conséquences sociales parfois désastreuses sur les salariés, particulièrement avec la monotonie du travail, le stress et le burn-out des salariés avec des cadences de production effrénées et impitoyables, ce qui a donné naissance à de nouvelles formes d'organisation de travail, notamment le courant sociologique et psychologique du travail, l'école des relations humaines, qui vont apporter des critiques et des apports au niveau de l'organisation et de gestion des entreprises. C'est ce que on va voir dans de nouvelles séries de vidéos sur les théories des organisations.